Bonsoir à tous et bienvenue sur D8 pour un nouveau voyage au bout de la nuit, une nouvelle soirée littéraire. Alors ce soir, je vais continuer la lecture donc de La Dame aux camélias d'Alexandre Dumas fils. C'est un roman qui est un classique avec une très belle dimension romantique et une grande dimension dramatique également. Dumas s'attache davantage à la femme qu'au couple qu'il forme avec Marguerite Gauthier, une véritable égérie de son sexe. Roman tout en contraste, à travers lequel s'affrontent tous les paradoxes, le vice, la vertu, la luxure et l'amour, le plaisir et le devoir, la jeunesse et la vieillesse, la vie et la mort, la santé et la maladie, la fortune et la misère, la beauté et la noirceur. Nous allons donc passer à la lecture. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux #VBN ainsi que sur notre page Facebook Voyage au bout de la nuit. Nous restâmes quelques secondes dans les bras l'un de l'autre, et je partis. Les rues étaient désertes, la grande ville dormait encore. Une douce fraîcheur courait dans ces quartiers que le bruit des hommes allait envahir quelques heures plus tard. Il me sembla que cette ville endormie m'appartenait. Je cherchais dans mon souvenir les noms de ceux dont j'avais jusqu'alors envié le bonheur, et je ne m'en rappelais pas, sans me trouver plus heureux que lui. Être aimé d'une jeune fille chaste, lui révéler le premier cet étrange mystère de l'amour, certes, c'est une grande félicité. Mais c'est la chose du monde la plus simple. S'emparer d'un cœur qui n'a pas l'habitude des attaques. C'est entrer dans une ville ouverte et sans garnison. L'éducation, le sentiment des devoirs et la famille sont de très fortes sentinelles. Mais il n'y a sentinelle si vigilante que ne trompe une fille de 16 ans, à qui, par la voix de l'homme qu'elle aime, la nature donne ses premiers conseils d'amour qui sont d'autant plus ardents qu'ils paraissent plus purs. Plus la jeune fille croit au bien, plus elle s'abandonne facilement, sinon à l'amant, du moins à l'amour. Car étant sans défiance, elle est sans force. Et se faire aimer d'elle est un triomphe que tout homme de 25 ans pourra se donner quand il voudra. Et cela est si vrai que voyez comme on entoure les jeunes filles de surveillance et de remparts. Les couvents n'ont pas de murs assez hauts, les mers de serrure assez fortes, la religion de devoir assez continue pour renfermer tous ces charmants oiseaux dans leur cage, sur laquelle on ne se donne même pas la peine de jeter des fleurs. Aussi, comme elles doivent désirer ce monde qu'on leur cache, comme elles doivent croire qu'il est tentant, comme elles doivent écouter la première voix qui, à travers les barreaux, vient leur raconter les secrets et bénir la main qui lève, la première, un coin du voile mystérieux. Mais être réellement aimé d'une courtisane, c'est une victoire bien autrement difficile. Chez elle, le corps a usé l'âme, les sens ont brûlé le cœur, la débauche a cuirassé les sentiments. Les mots qu'on leur dit, elles le savent depuis longtemps. Les moyens que l'on emploie, elles les connaissent. L'amour même qu'elles inspirent, elles l'ont vendu. Elles aiment par métier, non par entraînement. Elles sont mieux gardées par leurs calculs qu'une vierge par sa mère et son couvent. Aussi ont-elles inventé le mot caprice pour ces amours sans trafic qu'elles se donnent de temps en temps comme repos, comme excuse ou comme consolation, semblable à ces usuriers qui rançonnent 1000 individus et qui croient tout racheter en prêtant un jour 20 francs à quelque pauvre diable qui meurt de faim, sans exiger d'intérêt et sans lui demander de reçu. Puis quand Dieu permet l'amour à une courtisane, cet amour, qui semble d'abord un pardon, devient presque toujours pour elle un châtiment. Il n'y a pas d'absolution sans pénitence.
Quand une créature qui a tout son passé à se reprocher se sent tout à coup prise d'un amour profond, sincère, irrésistible, dont elle ne se fût jamais crue capable, quand elle a avoué cet amour, comme l'homme aimé, ainsi la domine. Comme il se sent fort avec ce droit cruel de lui dire « Vous ne faites pas plus pour de l'amour que vous n'avez fait pour de l'argent. » Alors elles ne savent quelle preuve donner. Un enfant raconte la fable. Après s'être longtemps amusé dans un champ à crier « Au secours !» pour déranger des travailleurs, fut dévoré un beau jour par un ours, sans que ceux qui l'avaient trompé si souvent crussent cette fois au cri réel qu'il poussait. Et il en est de même de ces malheureuses filles, quand elles aiment sérieusement. Elles ont menti tant de fois qu'on ne veut plus les croire. Et elles sont, au milieu de leurs remords, dévorées par leur amour. De là, ces grands dévouements, ces austères retraites dont quelques-unes ont donné l'exemple. Mais quand l'homme qui inspire cet amour rédempteur a l'âme assez généreuse pour l'accepter sans se souvenir du passé, quand il s'y abandonne, quand il aime enfin, comme il est aimé, cet homme épuise d'un coup toutes les émotions terrestres. Et après cet amour, son cœur sera fermé à tout autre. Ces réflexions, je ne les faisais pas le matin, où je rentrais chez moi. Elles n'eussent pu être que le pressentiment de ce qui allait m'arriver. Et malgré mon amour pour Marguerite, je n'entrevoyais pas de semblables conséquences. Aujourd'hui, je l'ai fait. Tout était irrévocablement fini. Elle résulte naturellement de ce qui a eu lieu. Mais revenons au premier jour de cette liaison. Quand je rentrais, j'étais d'une gaieté folle, en songeant que les barrières placées par mon imagination entre Marguerite et moi avaient disparu, que je la possédais, que j'occupais un peu sa pensée, que j'avais dans ma poche la clé de son appartement et le droit de me servir de cette clé. J'étais content de la vie, fier de moi, et j'aimais Dieu qui me permettait tout cela. Un jour, un jeune homme passe dans une rue. Il y coudoie une femme, il la regarde, il se retourne, il passe. Cette femme, il ne la connaît pas. Elle a des plaisirs, des chagrins, des amours, où il n'a aucune part. Il n'existe pas pour elle, et peut-être, s'il lui parlait, se moquerait-elle de lui comme Marguerite avait fait de moi. Des semaines, des mois, des années s'écoulent, et tout à coup, quand ils ont suivi chacun leur destinée dans un ordre différent, la logique du hasard les ramène face l'un à l'autre. Cette femme devient la maîtresse de cet homme et l'aime. Comment? Pourquoi? Leurs deux existences n'en font plus qu'une. À peine l'intimité existe-t-elle qu'elle leur semble avoir existé toujours, et tout ce qui a précédé s'efface de la mémoire des deux amants. C'est curieux, avouons-le. Quant à moi, je ne me rappelais plus comment j'avais vécu avant la veille. Tout mon être s'exaltait en joie, au souvenir des mots échangés pendant cette première nuit, où Marguerite était habile à tromper, où elle avait pour moi une de ces passions subites qui se révèlent dès le premier baiser et qui meurent quelquefois, du reste, comme elles sont nées. Puis, plus j'y réfléchissais, plus je me disais que Marguerite n'avait aucune raison de feindre un amour qu'elle n'aurait pas ressenti. Et je me disais aussi que les femmes ont deux façons d'aimer qui peuvent résulter l'une de l'autre. Elles aiment avec le cœur ou avec les sens. Souvent, une femme prend un amant pour obéir à la seule volonté de ses sens et apprend, sans y être attendue, le mystère de l'amour immatériel et ne vit plus que par son cœur. Souvent, une jeune fille, ne cherchant dans le mariage que la réunion de deux affections pures, reçoit cette soudaine révélation de l'amour physique, cette énergique conclusion des plus chastes impressions de l'âme. Je m'endormis au milieu de ces pensées. Je fus réveillée par une lettre de Marguerite, lettre contenant ces mots. Voici mes ordres. Ce soir au vaudeville, venez, pendant le 3e entracte. M.G.
Je serrai ce billet dans un tiroir, afin d'avoir toujours la réalité sous la main, dans le cas où je douterais, comme cela m'arrivait par moments. Elle ne me disait pas de l'aller voir dans le jour. Je n'osais me présenter chez elle, mais j'avais un si grand désir de la rencontrer avant le soir, que j'allais aux Champs-Élysées, où, comme la veille, je la vis passer et redescendre. À 7 heures, j'étais au Vaudeville. Jamais je n'étais entrée si tôt dans un théâtre. Toutes les loges s'emplirent les unes après les autres. Une seule restait vide, l'avant-scène du rez-de-chaussée. Au commencement du 3e acte, j'entendis ouvrir la porte de cette loge, sur laquelle j'avais presque constamment les yeux fixés. Marguerite parut. Elle passa tout de suite sur le devant, chercha à l'orchestre, m'y vit et me remercia du regard. Elle était merveilleusement belle ce soir-là. Étais-je la cause de cette coquetterie ? M'aimait-elle assez pour croire que plus je la trouverais belle, plus je serais heureux ? Je l'ignorais encore, mais si telle avait été son intention, elle réussissait. Car lorsqu'elle se montra, les têtes ondulèrent les unes vers les autres, et l'acteur alors en scène regarda lui-même celle qui troublait ainsi les spectateurs par sa seule apparition. Et j'avais la clé de l'appartement de cette femme, et dans 3 ou 4 heures, elle allait de nouveau être à moi. On blâme ceux qui se ruinent pour les actrices et les femmes entretenues. Ce qui m'étonne, c'est qu'ils ne fassent pas pour elles 20 fois plus de folie. Il faut avoir vécu, comme moi, de cette vie-là, pour savoir combien les petites vanités de tous les jours qu'elles donnent à leur amant soudent fortement le cœur, puisque nous n'avons pas d'autre mot, l'amour qu'il a pour elles. Prudence prit place ensuite dans la loge, et un homme que je reconnus pour le comte de G s'assit au fond. À sa vue, un froid me passa sur le cœur. Sans doute Marguerite s'apercevait de l'impression produite sur moi par la présence de cet homme dans sa loge, car elle me sourit de nouveau. Et tournant le dos au comte, elle parut fort attentive à la pièce. Au 3e entr'acte, elle se retourna, dit 2 mots. Le comte quitta la loge, et Marguerite me fit signe de venir la voir. « Bonsoir », me dit-elle, quand j'entrai. Et elle me tendit la main. « Bonsoir », répondis-je en m'adressant à Marguerite et à Prudence. « Asseyez-vous. » « Mais je prends la place de quelqu'un. Est-ce que monsieur le comte de G va revenir ? » ?»« Non. Je l'ai envoyé me chercher des bonbons pour que nous puissions causer seuls un instant. Madame Duvernoy est dans la confidence. »« Oui, mes enfants, dit celle-ci, mais soyez tranquilles, je ne dirai rien. »« Qu'avez-vous donc ce soir ? » dit Marguerite, en se levant et en venant dans l'ombre de la loge m'embrasser sur le front. « Je suis un peu souffrant. Il faut aller vous coucher, reprit-elle avec cet air ironique. C'est bien fait pour cette tête fine et spirituelle. Où ? Chez vous ? Vous savez bien que je n'y dormirai pas. Alors il ne faut pas venir nous faire la moue ici, parce que vous avez vu un homme dans ma loge. Ce n'est pas pour cette raison. Si fait, je m'y connais. Et vous avez tort. Ainsi, ne parlons plus de tout ça. Vous viendrez après le spectacle chez Prudence et vous resterez jusqu'à ce que je vous appelle. Entendez-vous ? Oui. Est-ce que je pouvais désobéir ? Vous m'aimez toujours, reprit-elle. Vous me le demandez. Vous avez pensé à moi ? Tout le jour. Savez-vous que je crains décidément de devenir amoureuse de vous ? Demandez plutôt à Prudence. Ah ! Répondit la grosse fille. C'en est assommant. Maintenant, vous allez retourner à votre salle. Le comte va rentrer. Et il est inutile qu'il vous trouve ici. Pourquoi ? Parce que cela vous est désagréable de le voir. Non seulement, si vous m'aviez dit désirer venir au Vaudeville ce soir, j'aurais pu vous envoyer cette loge aussi bien que lui. Malheureusement, il me l'a
Il me l'a portée sans que je la lui demande, en m'offrant de m'accompagner. Vous le savez très bien, je ne pouvais pas refuser. Tout ce que je pouvais faire, c'était de vous écrire où j'allais, pour que vous me vissiez. Et parce que moi-même, j'avais du plaisir à vous revoir plus tôt. Mais puisque c'est ainsi que vous me remerciez, je profite de la leçon. J'ai tort, pardonnez-moi. À la bonne heure, retournez gentiment à votre place et surtout ne faites plus le jaloux. Elle m'embrassa de nouveau et je sortis. Dans le couloir, je rencontrai le comte qui revenait. Je retournai à la salle. Après tout, la présence de Monsieur de G dans la loge de Marguerite était la chose la plus simple. Il avait été son amant, il lui apportait une loge, il l'accompagnait au spectacle. Tout cela était fort naturel. Et du moment où j'avais pour maîtresse une fille comme Marguerite, il me fallait bien accepter ses habitudes. Je n'en fus pas moins très malheureux le reste de la soirée. Et j'étais fort triste en m'en allant, après avoir vu Prudence, le comte et Marguerite monter dans la calèche qui les attendait à la porte. Et cependant, un quart d'heure après, j'étais chez Prudence. Elle rentrait à peine. Chapitre 13. Vous êtes venu presque aussi vite que vous me dit. Vous êtes venu presque aussi vite que nous, me dit Prudence. Oui, répondis-je machinalement. Où est Marguerite? Chez elle, toute seule, avec Monsieur de G. Je me promenais à grands pas dans le salon. Eh bien, qu'avez-vous? Croyez-vous que je trouve drôle d'attendre ici que Monsieur de G sorte de chez Marguerite? Vous n'êtes pas raisonnable non plus. Comprenez donc que Marguerite ne peut pas mettre le comte à la porte. Monsieur de G a été longtemps avec elle. Il lui a toujours donné beaucoup d'argent et lui en donne encore. Marguerite dépense plus de 100 000 francs par an. Elle a beaucoup de dettes. Le duc lui envoie ce qu'elle lui demande, mais elle n'ose pas toujours lui demander tout ce dont elle a besoin. Il ne faut pas qu'elle se brouille avec le comte qui lui fait une dizaine de 1000 francs par an, au moins. Marguerite vous aime bien, mon cher ami, mais votre liaison avec elle, dans son intérêt et dans le vôtre, ne doit pas être sérieuse. Ce n'est pas avec vos 7 ou 8 000 francs de pension que vous soutiendrez le luxe de cette fille-là. Il ne suffirait pas à l'entretien de sa voiture. Prenez Marguerite pour ce qu'elle est, pour une bonne fille spirituelle et jolie. Soyez son amant pendant 1 mois, 2 mois, donnez-lui des bouquets, des bonbons et des loges. Mais ne vous mettez rien de plus dans la tête, et ne lui faites pas de scènes de jalousie ridicules. Vous savez bien à qui vous avez affaire. Marguerite n'est pas une vertu. Vous lui plaisez, vous l'aimez bien, ne vous inquiétez pas du reste. Je vous trouve charmant de faire le susceptible. Vous avez la plus agréable maîtresse de Paris. Elle vous reçoit dans un appartement magnifique. Elle est couverte de diamants. Elle ne vous coûtera pas un sou, si vous le voulez. Et vous n'êtes pas content. Que diable, vous en demandez trop. Vous avez raison. Mais c'est plus fort que moi. L'idée que cet homme est son amant me fait un mal affreux. D'abord, reprit Prudence, est-il encore son amant? C'est un homme dont elle a besoin, voilà tout. Depuis 2 jours, elle lui fait fermer sa porte. Il est venu ce matin. Elle n'a pas pu faire autrement que d'accepter sa loge et de le laisser l'accompagner. Il l'a reconduite. Il monte un instant chez elle. Il n'y reste pas, puisque vous attendez ici. Tout cela est bien naturel, il me semble. D'ailleurs, vous acceptez bien le duc. Oui, mais celui-là est un vieillard et je suis sûre que Marguerite n'est pas sa maîtresse. Puis on peut souvent accepter une liaison et n'en pas accepter 2. Cette facilité ressemble trop à un calcul et rapproche l'homme qui y consent, même par amour, de ceux qui, un étage plus bas, font un métier de ce consentement et un profit de ce métier. Ah, mon cher, que vous êtes arriéré. Combien en ai-je vu? Et des plus nobles, des plus élégants, des plus riches, faire ce que je vous conseille, et cela sans effort, sans honte, sans remords. Mais cela se voit tous les jours. Mais comment voudriez-vous que les femmes entretenues de Paris finissent pour soutenir le train qu'elles mènent si elles n'avaient pas 3 ou 4 amants à la fois?
Il n'y a pas de fortune, si considérable qu'elle soit, qui puisse subvenir seule aux dépenses d'une femme comme Marguerite. Une fortune de 500 000 francs de rente est une fortune énorme en France. Eh bien, mon cher ami, 500 000 francs de rente n'en viendraient pas à bout. Et voici pourquoi. Un homme qui a pareil revenu a une maison montée, des chevaux, des domestiques, des voitures, des chasses, des amis. Souvent il est marié, il a des enfants, il fait courir, il joue, il voyage, que sais-je moi. Toutes ces habitudes sont prises de telle façon qu'il ne peut s'en défaire sans passer pour être ruiné et sans faire scandale. Tout compte fait, avec 500 000 francs par an. Il ne peut pas donner à une femme plus de 40 ou 50 000 francs dans l'année. Et encore, c'est beaucoup. Eh bien, d'autres amours complètent la dépense annuelle de la femme. Avec Marguerite, c'est encore plus commode. Elle est tombée par un miracle du ciel sur un vieillard riche à 10 millions, dont la femme et la fille sont mortes, qui n'a plus que des neveux riches eux-mêmes, qui lui donnent tout ce qu'elle veut sans rien lui demander en échange. Mais elle ne peut pas lui demander plus de 70 000 francs par an. Et je suis sûre que si elle lui en demandait davantage, malgré sa fortune et l'affection qu'il a pour elle, il le lui refuserait. Tous ces jeunes gens ayant 20 ou 30 000 livres de rente à Paris, c'est-à-dire à peine de quoi vivre dans le monde qu'ils fréquentent, savent très bien, quand ils sont les amants d'une femme comme Marguerite, qu'elle ne pourrait pas seulement payer son appartement et ses domestiques avec ce qu'ils lui donnent. Ils ne lui disent pas qu'ils le savent. Ils ont l'air de ne rien voir. Et quand ils en ont assez, ils s'en vont. S'ils ont la vanité de suffire à tout, ils se ruinent comme des sots et vont se faire tuer en Afrique après avoir laissé 100 000 francs de dette à Paris. Croyez-vous que la femme leur en soit reconnaissante? Pas le moins du monde. Au contraire, elle dit qu'elle leur a sacrifié sa position et que pendant qu'elle était avec eux, elle perdait de l'argent. Ah! Vous trouvez tous ces détails honteux, n'est-ce pas? Ils sont vrais. Vous êtes un charmant garçon que j'aime de tout mon cœur. Je vis depuis 20 ans parmi les femmes entretenues. Je sais ce qu'elles sont et ce qu'elles valent. Et je ne voudrais pas vous voir prendre au sérieux le caprice qu'une jolie fille a pour vous. Puis, outre cela, admettons, continua Prudence, que Marguerite vous aime assez pour renoncer au comte et au duc, dans le cas où celui-ci s'apercevrait de votre liaison et lui dirait de choisir entre vous et lui. Le sacrifice qu'elle vous ferait serait énorme, c'est incontestable. Quand la satiété serait venue, quand vous n'en voudriez plus enfin, que feriez-vous pour la dédommager de ce que vous lui auriez fait prendre, de ce que vous lui auriez fait perdre? Rien. Vous l'auriez isolée du monde dans lequel était sa fortune et son avenir. Elle vous aurait donné ses plus belles années et elle serait oubliée. Ou vous seriez un homme ordinaire, alors lui jetant son passé à la face. Vous lui diriez qu'en la quittant, vous ne faites qu'agir comme ses autres amants. Et vous l'abandonneriez à une misère certaine. Ou vous seriez un honnête homme, et vous croyant forcé de la garder auprès de vous, vous vous livreriez vous-même à un malheur inévitable, car cette liaison, excusable chez le jeune homme, ne l'est plus chez l'homme mûr. Elle devient un obstacle à tout. Elle ne permet ni la famille ni l'ambition. Ces secondes et dernières amours de l'homme. Croyez-moi donc, mon ami, prenez les choses pour ce qu'elles valent, les femmes pour ce qu'elles sont. Et ne donnez pas à une fille entretenue le droit de se dire votre créancière en quoi que ce soit. C'était sagement raisonné et d'une logique dont j'aurais cru Prudence incapable. Je ne trouvais rien à lui répondre, sinon qu'elle avait raison. Je lui donnai la main et la remerciai de ses conseils. Voilà, c'est ainsi que se termine donc cette lecture de La Dame aux Camélias. Je vais vous donner 2 petites citations d'Alexandre Dumas avant de vous quitter. Les hommes croient qu'ils sont jaloux de certaines femmes parce qu'ils sont amoureux. Ce n'est pas vrai. Ils en sont amoureux parce qu'ils sont jaloux. Ce qui est bien différent. 2e citation. L'honnêteté est la plus grande de toutes les malices, parce que c'est la seule que les malins ne prévoient pas. Bonne soirée, bonne nuit, bonne matinée pour certains.